Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et aujourd'hui je réalise une étude de cas pour vous inspirer. C'est l'interview d'un entrepreneur libre qui gère aujourd'hui une activité qui génère 300 000 € de chiffre d'affaires annuel, et ce en travaillant une journée par semaine. Ce qui est intéressant dans le parcours de Julien, c'est qu'il a quitté le parcours classique de salarié pour lancer sa propre entreprise, et il l'a fait d'une façon où il a transformé son entreprise en ce que j'appelle une machine à vendre, c'est-à-dire un système organisé de façon à ce que le temps que lui y passe dans l'entreprise soit avec le maximum d'effets de levier et le maximum de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, vous allez d'un côté voir ce que Julien a mis en place d'un point de vue marketing, comment est-ce que son entreprise génère ce chiffre d'affaires, ça va vous inspirer pour la création de votre propre machine à vendre. Et de l'autre côté, vous allez voir les états d'esprit qui ont permis à Julien de réussir. Donc bonjour Julien. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots que fait ton activité, d'accord, et quels sont les résultats auxquels tu es parvenu aujourd'hui? On va parler des moyens plus tard, mais au moins pour que les personnes qui nous regardent puissent situer un petit peu quel est ton business model et comment est-ce que ça fonctionne. Ok, donc pour un peu présenter, donc c'est une activité assez niche, hein. C'est vrai qu'elle est assez particulière, ou dans le sens, si vous voulez travailler pour la Commission européenne, il y a un concours d'entrée, et donc on aide les personnes à se préparer pour le concours d'entrée en les formant à des tests de compétences, en leur proposant des tests de préparation, mais aussi des formations qui vont les aider à justement augmenter leurs chances de réussite. Donc ce que tu vends en fait, c'est la plateforme pour se tester avant ce concours d'entrée et la formation pour réussir ce concours d'entrée. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce concours d'entrée a lieu à des dates précises dans l'année. Non, enfin par le passé, c'est un peu plus compliqué que ça. Par le passé, oui, mais simplement c'est un peu en train de changer. Donc en gros, il y a entre 2 et 3 concours, gros concours par année. Après, c'est en train un peu de changer, c'est devenu un peu plus instable, mais c'est à des périodes c'est assez saisonnier comme business entre soit avril-mai ou septembre-octobre. Donc pour résumer, je veux passer un concours européen, je veux entrer au FBI, je veux passer un concours d'entrée pour le gouvernement canadien. Il faut que je me forme. Évidemment, les gens, on a parlé hors interview tout à l'heure, les gens s'y prennent un petit peu à la dernière minute, bien souvent. Tout à fait. Alors en fait, c'est un peu pour ce genre de concours. Donc pour un concours, il y a plus ou moins 35 à 40 000 candidats, et ils prennent en général 100 à 200 personnes. Donc c'est pour montrer un peu la proportion de nombre de candidats qui réussissent. Et même ils sont même pas sûrs de prendre toujours 200 personnes. Donc il faut vraiment faire partie des meilleurs. D'où l'importance de se préparer et de le faire aussi un maximum en avance. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent un peu pas assez de temps, entre 2 à 3 semaines. Et au plus on prend du temps, au plus ça augmente les chances de réussir ce genre de concours. Donc, ce qu'on va voir, c'est que donc ton activité, c'est Abilitus. Là, je vais afficher à l'écran donc ton site internet. Donc, sur le site internet qui est en anglais, tu expliques que le test de jugement situationnel, est-ce que je traduis bien? Oui, c'est le test de mise en situation. Ok, donc le fait de s'y préparer va augmenter nos chances de succès. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as une très belle page d'accueil avec toutes les news, etc., etc. Mais dans ton modèle d'affaires, en fait, ce qui va réellement vendre la formation, c'est la séquence que tu as mis en place pour pouvoir vendre. C'est-à-dire, c'est pas la page d'accueil qui fait la vente, en fait, mais une séquence qui part de publicité que tu fais sur Facebook. Est-ce exact? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la page d'accueil est simplement là pour présenter un peu l'entreprise et pour développer, si tu veux, notre image. Mais toute la partie vente se fait notamment via une séquence de vente essentiellement aujourd'hui par Facebook, où on arrive à segmenter les personnes qui sont intéressées par le concours européen. Et à partir du moment où on poste des publicités à des moments clés, ils vont rentrer dans cette séquence pour essayer une démo, notamment par rapport à la plateforme, aussi un webinaire, ce qui va déclencher toute la séquence de vente. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher à l'écran, on va regarder un petit peu les étapes, et ensuite, donc pour parler un petit peu du côté marketing, et ensuite on va parler justement de la façon dont tu as géré après l'entreprise pour que ça décolle et que ton temps ait le maximum de retour pour le minimum de temps passé. Donc ce que tu as expliqué, c'est que les gens en fait découvrent via des publicités que tu vas mettre sur Facebook. Donc tu as une page qui est Abilitus Aptitude Test et que tu utilises pour promouvoir une publicité. Tout à fait. C'est vraiment ça. Donc en fait, avec l'avantage de Facebook, c'est de vraiment pouvoir segmenter. Et on sait aussi même segmenter sur base de certaines pages, pas directement de concurrents directs, mais qui montrent aussi un intérêt similaire. Et donc on arrive à cibler ces personnes-là assez précisément. Alors,
Quand tu fais ta publicité, est-ce que tu te contentes... Donc déjà, on a démonté un premier mythe qui est le mythe de la page d'accueil du site où les gens se disent je vais engager une agence pour me faire un site web hyper compliqué et ça va vendre. Non, puisqu'il faut bien que les gens viennent. Donc du coup, toi, tu amènes les gens via la publicité que tu fais sur Facebook. Est-ce que dans cette publicité, tu affiches « Bonjour, achetez notre formation ». Non, pas du tout. Non, c'est vraiment, on fait plus. On veut proposer du contenu gratuit. C'est aussi la façon de justement attirer les personnes dans la séquence. Donc, si on propose soit un webinaire gratuit pour expliquer comment ça va se passer au niveau du concours, quelles sont les clés, et aussi des conseils pour bien se préparer. Et aussi, si tu veux, donc une démo gratuite de 10 à 20 questions en fonction du concours, où les personnes peuvent se prendre en compte comment elles peuvent se préparer et comment est-ce qu'on peut les aider. Et donc, c'est grâce à ces deux outils gratuits, si tu veux, que les personnes s'enregistrent et alors se rendent dans la séquence de vente. Donc, ce que tu fais, c'est qu'au lieu de compter sur le site pour amener les gens, tu dis « Ok, je vais proactivement aller les chercher avec la publicité. » Et au lieu de leur mettre une offre sous le nez alors qu'ils ne te connaissent pas, tu leur proposes en fait de leur apporter du contenu. Donc, quand ils cliquent sur le lien de la publicité, ils vont arriver en fait sur une page. Alors, ce que j'ai trouvé très très intéressant d'ailleurs, une page où tu proposes un test de pratique pour le test de mise en situation avec 20 questions. Et là, sur cette page, contrairement à la plupart des pages de capture qu'on a pu voir dans d'autres études de cas que j'ai faites avec d'autres entrepreneurs, sur cette page, tu n'as pas de champ email et prénom, tu as 2 boutons. Est-ce que tu peux expliquer à quoi servent ces 2 boutons? Bon, c'est vrai, au départ, on avait développé le site web vraiment pour aider les candidats au concours européen. Puis, instantanément, on a vu qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui venaient des États-Unis. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que des Américains achètent nos produits? Et en contactant ces personnes, on s'est rendu compte que c'était pour préparer, soit pour le gouvernement canadien ou pour le FBI. Et donc, à partir du moment où on a développé, où j'ai dit, il faut segmenter, il faut essayer de savoir un peu comment augmenter nos chiffres d'affaires. Donc, j'ai décidé, on va faire 2 séquences automatiques. Une part pour la Commission européenne et une autre pour les autres types de concours, que ce soit FBI ou des concours privés. Et en fait, ce bouton-là, c'est un peu la clé d'entrée pour segmenter les profils. Donc, même si derrière la démo, c'est vraiment la même chose, il n'y a rien qui change parce que la façon de se préparer, ça reste la même que ce soit pour le concours européen, pour le FBI. Et simplement, ce bouton nous permet de segmenter et de lancer des séquences automatiques adaptées au profil des personnes qui rentrent sur notre site internet. Donc, tu veux dire que tu as des anciens clients qui sont agents du FBI aujourd'hui? C'est possible, tout à fait. Je pense, tout à fait, c'est le cas. Je me souviendrai de mettre ça dans le titre de la vidéo sur YouTube. Donc en fait, ici, la première étape, en fait, après la promesse qui était dans la publicité, c'est de faire tout de suite une segmentation. Ce qui fait que si je clique sur le bouton bleu en disant que je veux préparer le concours européen, j'arrive sur une page de capture spécifique pour le test européen. Si je clique sur le bouton vert qui dit que je veux un concours privé ou d'autres institutions publiques qui ne sont pas européennes, je vais arriver sur une autre page de capture. Alors, petite particularité, si vous observez bien, attention, observez bien. Là, on est sur la page de capture FBI et là, on est sur la page de capture européenne. Est-ce que vous avez vu la différence? Non. C'est parce qu'il n'y a pas de différence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as juste fait 2 fois la même page de capture. Par contre, quand on va rentrer notre prénom et notre email, on n'arrive pas du tout dans la même séquence. Tout à fait, c'est toute la machine derrière qui est totalement différente, mais au niveau des pages, c'est vrai qu'on pourrait la rendre différente, mais il n'y avait pas vraiment besoin en termes de conversion, elle convertit très bien. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a la machine derrière qui fait que c'est magique en gros. D'accord. Pour moi, c'est important que les gens comprennent en fait le schéma. Donc, on va me chercher avec une publicité Facebook qui me permet de cibler en fait, parce qu'avec ta publicité, tu peux facilement être au contact des personnes les plus intéressé potentiellement par ce que tu as à offrir. Je clique, j'arrive sur la page qui me segmente et qui me permet de dire à quel public j'appartiens. Je clique. Là, on me demande de donner mes coordonnées pour pouvoir participer à la démonstration. Je m'inscris. Et là, tu vas me proposer... Donc, en gros, la personne va recevoir un email avec les accès par rapport à la démo. Et quand on sait que la personne, on a fait tout un système de tracking des personnes. Donc, à partir du moment où les personnes ont fait la démo, l'ont essayé, si tu veux, ça déclenche une nouvelle séquence d'action où on va proposer un webinaire. Donc, à partir du moment, si la personne est plus ou moins 2 mois avant un concours européen, ce sera le webinaire live. Par contre, après, on enregistre le webinaire, donc ce sera un replay du webinaire. Et donc, en fait, quand la démo est terminée, cette personne rentre dans une deuxième séquence où tout est fait automatiquement pour proposer les produits en fonction de ce qui va l'aider à se préparer, en fonction aussi du type de test. Sur une année, combien de personnes en moyenne vont s'inscrire pour participer à une de tes démos ou un des webinaires?
On est autour de 2500 personnes. Ok, donc là justement, alors tu as dévoilé un petit peu l'astuce à l'instant, j'allais te dire, mais que se passe-t-il? 2500 personnes qui viennent, tu dois leur faire une démo à chacun et leur donner la petite vidéo de formation. Tu peux pas travailler une journée par semaine si tu dois donner 2500 démonstrations. C'est impossible. Donc là, du coup, ça me permet de faire une petite transition parce que si tu devais faire 2500 présentations de la plateforme, etc., ça serait la clé du burn-out garanti. Tout à fait, je pense. En termes de nombre d'heures, à mon avis, je peux travailler jour et nuit pendant une année, quasiment, pour atteindre ce nombre de personnes. Donc, je voudrais, premièrement, que tu expliques quelle est la solution que tu as mis en place. Et ensuite, on va parler justement de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire toute cette automatisation. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement qui fait que ces démos peuvent avoir lieu sans que tu passes jour et nuit à parler dans un micro? En fait, donc, par rapport à la démonstration, c'est notre plateforme de formation, mais on a simplement mis un test gratuit où les personnes peuvent vraiment se rendre compte, d'une part faire le test comme si c'était une situation du concours européen, mais aussi après ça, il y a tout un module de révision, donc pour comprendre ses erreurs, et il y a aussi toute une partie d'explication. Donc on a aussi du contenu, voilà pourquoi vous avez fait cette erreur et comment vous pouvez éviter dans le futur. Et donc en fait la démo, elle permet de convaincre de l'utilité de se préparer et de se préparer avec nous, si tu veux. Si on proposait simplement des tests gratuits, avec un résultat, ça n'aurait pas été la même chose. Donc c'est vraiment toute la démarche après pour les aider à comprendre leurs erreurs, qui les aide qui va nous aider à convertir sur la vente de produits supplémentaires par la suite et de formation. Et du coup, le webinaire aussi est automatisé, c'est-à-dire que tu présentes le webinaire une fois. Ouais. Et après, pendant plusieurs semaines, les personnes après qui arrivent peuvent assister à ce webinaire sans que tu sois obligatoirement présent. Donc, en gros, le webinaire, quand on le fait en live, on a plus ou moins 50, 60 personnes en moyenne. Donc, c'est plus ou moins 2 mois avant l'ouverture du concours, ce qui est en gros assez fait par rapport au nombre de personnes qu'on touche. Mais comme on le fait en replay, au final, on a plus ou moins par concours entre 1500 et 2000 personnes qui le suivent sur la session. Autrement dit, tu as multiplié ton effet de levier de 30, c'est-à-dire qu'en présentant face à 50 personnes, tu sais qu'en réalité, 1500 personnes auront été dans la salle grâce à cette automatisation. Tout à fait, oui. Et le webinaire est aussi réutilisé, donc à chaque fois qu'il y a une annonce de concours, on réutilise la même séquence, donc 80% de la structure reste la même. Après, ce qu'on adapte, c'est vraiment plus les échéances, les moments clés et quelques conseils supplémentaires si c'est nécessaire, si le concours est plus spécialisé sur un point précis. Alors, tu n'as pas toujours été un entrepreneur libre, même tu n'as pas toujours été un entrepreneur tout court. Tu avais une carrière toute tracée dans les grandes entreprises du FMCG. Est-ce que tu peux expliquer comment tu te retrouves aujourd'hui à la tête de ta propre activité? Ouais, c'est vrai, j'ai un peu suivi le parcours en fait, pour être honnête, de mon père. Donc, c'est vrai qu'il était dirigeant dans une grosse entreprise. Et ici, donc, moi, j'ai fait des études en management ici en Belgique. Et après, j'ai trouvé un travail dans un cabinet de consultance en études de marché, dans une grande boîte américaine, où mes clients, c'était effectivement Nestlé, Coca-Cola et d'autres notamment. Et donc, j'avais un peu une voie tracée où j'ai commencé ma carrière en tant que consultant junior, donc vraiment l'échelle la plus bas. Et en 3-4 ans, j'ai réussi à atteindre le niveau partenaire dans le cabinet parce que j'ai vraiment réussi à développer des relations très fortes avec mes clients, à les aider, etc. Sauf que il y a certains événements dans la vie qui font que nos valeurs changent parfois et il y a eu un décalage entre mes valeurs, mon style de vie et aussi les valeurs de mes clients. Pendant tout un temps, j'ai pas fait attention à ce décalage-là et ça m'a amené quasiment au bord d'un épuisement, quasiment au bord du burn-out. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit, là, stop, hein, tu dois te relever, tu dois reprendre conscience, tu peux pas continuer comme ça. Et c'est là que je me suis dit, tiens, mais alors que je pensais faire une carrière dans une entreprise pendant 25-30 ans à des niveaux assez élevés, je me dis, tiens, c'est vraiment ce que je veux faire. Et au fond de moi, j'avais ce rêve même si je voulais, travailler dans une entreprise, j'avais ce rêve, tiens, un jour, j'ai envie d'être entrepreneur. Peut-être pas à l'âge de 30 ans, mais plus à l'âge de 40, 45 ans, quand j'avais une certaine expérience. Et le fait d'arriver, j'avais ici 29 ans au bord du burn-out, ça m'a fait prendre conscience de pourquoi attendre 40, 45 ans pour le faire, hein. Sauf que j'avais un peu une croyance qui me bloquait à ce moment-là, c'est que pour moi, pour être entrepreneur, il faut avoir des fonds pour se lancer. C'est un peu le schéma qu'on enseigne souvent dans tout ce qui est école de commerce ou université, c'est qu'on montre souvent des schémas classiques d'entreprise et pas vraiment les autres modèles innovants, notamment par rapport à Internet.
Puis il y a eu un déclic où j'ai reçu un livre que je pense que beaucoup de personnes ont lu, notamment des personnes qui te suivent, qui est la Semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Et ce livre-là m'a fait prendre conscience qu'il y a une autre philosophie où en fait, même si le travail est important, après, ce qui est le plus important, c'est de vraiment trouver une balance entre la vie personnelle et professionnelle. Et donc, après la lecture de ce livre, je me suis renseigné. C'est là où j'ai aussi découvert ce que tu faisais en termes de formation, en termes de vidéos, où j'ai dit, tiens, il y a une voie, il y a quelque chose à faire par rapport à Internet. Et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Et du coup, dans tes débuts dans l'entrepreneuriat, comme on peut l'imaginer, tu as démarré ton entreprise et là, instantanément, tu avais plus qu'1 heure de travail par semaine, n'est-ce pas? Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est un peu plus compliqué. Donc même s'il y a eu une très belle réussite en tant que consultant, enfin, j'étais un peu un intrapreneur. Je sais pas si tu connais le concept d'intrapreneur. J'imagine que oui. Oui. Donc j'étais vraiment intrapreneur où je pouvais faire ce que je voulais, j'avais vraiment l'autonomie. Et donc je pensais qu'en tant qu'entrepreneur, ça allait fonctionner de la même façon qu'en tant qu'entrepreneur, mais c'est pas vraiment le cas. Donc même si certaines aptitudes sont les mêmes, il y a aussi toute une autre façon de fonctionner que j'étais pas vraiment préparé. Donc je me suis lancé dans un projet pendant 8 mois où en fait le premier projet était un échec total où j'ai perdu 8 mois. En gros, j'ai aussi perdu plus ou moins 30 000 euros parce qu'en final j'avais oublié certaines choses, j'avais oublié de valider, si tu veux, le concept, enfin l'idée du business. Et donc là, c'était vraiment mon premier projet d'entrepreneur où après 8 mois, je me rends compte, ok, je viens d'échouer, qu'est-ce que je fais? Et bon, j'ai eu la chance d'avoir été éduqué dans une approche où en fait, de prendre tout comme des expériences, que ce soit positif ou négatif. L'échec, c'est simplement, ok, c'est un résultat, mais c'est pas quelque chose, tu vas dire, voilà, c'est terminé, c'est fini, enfin, tu dois retourner en arrière et faire ce que tu faisais, pas du tout. Et donc, j'ai pris le temps d'apprendre de mes erreurs. Pourquoi est-ce que je réussissais bien en entreprise, en tant qu'entrepreneur, mais pas en tant qu'entrepreneur? Et là, je me suis remis en question et j'ai appris de mes erreurs. Et ensuite, j'ai trouvé une nouvelle idée de business par rapport à notamment la Commission européenne. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise avec un associé où pendant 3 mois, nous avons développé le projet. Et en fait, on n'avait pas du tout, on n'avait même pas encore de site. Enfin, pendant 3 mois, on n'avait pas de site internet, on n'avait pas de liste de contacts. On a mis le site en ligne et la première semaine, on a généré 1 000 euros de vente alors qu'on n'avait pas de séquence de vente, on n'avait rien du tout. C'est simplement des gens qui venaient sur Google, qui mettaient le nom du concours européen, qui tombaient sur notre page et ils achetaient au hasard, ils tombaient sur notre page de paiement, ils achetaient le produit. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à développer l'entreprise, sauf que je passais entre 40 et 60 heures semaine sur ce business-là. Et après 1 an et demi, ma femme m'a dit, bon, écoute, c'est intéressant, c'est bien que je comprends que tu voulais devenir entrepreneur, mais passer 60 heures semaine alors que tu travaillais un peu moins quand tu étais consultant, ça me va pas. Donc, soit tu trouves une façon de réduire le temps, soit tu arrêtes. Et c'est là où j'ai dû me remettre en question par rapport à mon business et comment sortir. En fait, j'étais dans un modèle où je travaille pour mon entreprise et c'est pas l'entreprise qui travaille pour moi. Et c'est un peu l'erreur que j'avais faite, notamment par un manque peut-être de formation au départ ou aussi manque de préparation. Et du coup, je sais que tu as participé au séminaire Entrepreneur Libre et à ma formation pour apprendre à poser ta stratégie marketing et créer une offre irrésistible. Quelles sont les actions concrètes que tu as mises en place et qu'est-ce que ça a donné? Pour donner un peu le background, donc j'ai beaucoup travaillé dans le cabinet de consultance avec qui j'ai travaillé, c'est un cabinet américain, donc j'ai pas mal de partenaires encore aujourd'hui aux États-Unis, où je me forme beaucoup aux États-Unis. Mais j'avais pas vraiment conscience que ça bougeait aussi en France, en francophonie à ce moment-là, notamment avec Tim Ferriss, donc je regardais un peu ce qui se faisait. Et instantanément, par hasard, j'ai eu un de tes emails qui proposait notamment, c'était le livre Le chemin vers le sommet, si je ne me trompe pas le titre. Et donc, tu proposais aussi une invitation au séminaire entrepreneurial. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes en France. Et je me suis inscrit à ces séminaires qui étaient en décembre 2014. Et en fait, j'allais un peu voir simplement, enfin, j'allais au séminaire sans attente particulière, mais voir un peu comment ça se passait, faire des rencontres, etc. Et c'est en écrivant, en fait, à la fin de ton séminaire, je suis rentré chez moi. Et je me suis dit, tiens, je vais apprendre, je vais essayer de faire un résumé des séminaires. C'est comme ça que j'ai écrit l'article, les 7 leçons du séminaire Entrepreneur Libre. Que tu nous as proposé après en article invité, donc il est disponible sur mon blog. Si vous tapez les 7 leçons du séminaire Entrepreneur Libre, vous allez le trouver dans Google. Et en fait, c'est en écrivant cet article où j'ai repris mes notes, c'est là où j'ai eu un déclic par rapport, ok, je devais vraiment considérer mon business d'une autre façon, en termes de gestion de priorité, en termes de gestion du temps. Que je devais changer cette façon où le business dépendait de moi, mais c'était plutôt, je devais sortir de ce modèle-là. Et donc, sur base de l'inspiration que j'ai eue notamment pendant ce séminaire et aussi avec la discussion avec Brian Kurtz, qui était très riche, ça m'a donné quelques idées et j'en suis mis en place un plan d'action pour justement changer cette partie-là, où en fait l'approche que j'ai suivie, donc j'ai
Si tu veux, je suis quelqu'un où j'aime bien tout ce qui est jeu de logique, la partie rationnelle, puzzle, etc. Et j'ai visualisé mon business avec différents modules, donc que ce soit la partie vente, la partie technique, la partie service client, administration, finance, etc. Et donc j'ai fait une cartographie de mon business pour comprendre vraiment les processus, les liens entre les différentes activités. Et ensuite j'ai rajouté des indicateurs. Donc c'était par exemple le nombre de clients, le nombre de prospects, les taux de conversion, le temps que je passais sur chaque activité, le nombre d'erreurs, le nombre d'emails, etc. Et j'ai pu visualiser assez rapidement là où ça posait problème, là où je passais du temps. Notamment le service client, je passais environ 2 jours par semaine à répondre à des questions sur les offres par rapport à... Enfin, ou même quand quelqu'un achetait nos formations, il avait quelques questions supplémentaires et donc je passais beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, petit à petit, j'ai pris chaque partie de mon activité que j'ai dit, OK, mon objectif c'est d'automatiser ce business et sans y mettre des ressources humaines, si tu veux, en passant le moins de temps possible. Et donc j'ai pris tout ça comme un défi. Comment je peux faire pour en arriver là? Et donc j'ai pris chaque point, l'administration, la partie vente, etc. Et c'est ce qui m'a amené à vraiment avoir une machine à vendre qui est vraiment automatisée, qui va même plus loin dans la partie segmentation pour vraiment travailler sur les taux de conversion avec les personnes qui rentrent dans une séquence de vente. Alors qu'est-ce qui se serait passé si tu avais fait différemment? Si tu n'avais pas suivi les formations, les séminaires, et si tu avais continué sur la même voie qu'avant, quelle aurait été la différence? En fait, je pense que je serais pas en arrivé là, à arriver à une journée par semaine en gros sur le business. À mon avis, je serais encore peut-être pas à un niveau 60 heures parce que ma femme m'aurait dit c'est fini, tu arrêtes. Mais je pense que je serais encore en train d'un peu de souffrir et trouver comment est-ce que je peux faire pour vraiment changer mon business model, sur quel point je dois travailler. Et en fait, c'est vraiment plus. J'ai eu un déclic lors du séminaire. J'ai aussi une rencontre avec une personne que tu connais qui est Fabien de là-haut, qui m'a aussi posé certaines questions, qui m'a mis en question. Et donc, c'est vraiment tout ce que j'ai appris pendant ce week-end-là et les discussions aussi avec les différentes personnes qui m'ont dit qui m'ont inspiré d'aller plus loin et de donner cette vision. Donc, sans ça, à mon avis, je serais encore en train de un peu crouler sur les demandes, sur les emails ou à gérer des problèmes techniques sur la plateforme. Quel est l'impact aujourd'hui sur tes proches et sur ta famille? C'est à différents niveaux. Il y a d'une part, je pense, l'impact le plus important, c'est notamment avec ma femme, où c'est vrai que de passer entre 40 et 60 heures semaine à une journée par semaine, ça fait une grosse différence où j'ai pu vraiment me consacrer plus à elle, mais aussi à moi. Bon, c'est un point aussi important pour moi. C'est vrai qu'au final, je le faisais aussi pour moi, où je veux trouver un équilibre entre la partie professionnelle et personnelle, où j'ai pu me consacrer plus de temps sur des projets privés, personnels, du sport, etc., ce que je faisais plus vraiment auparavant. Et donc il y a cette partie-là, donc la relation avec ma femme s'est aussi fortement améliorée, donc on a de nouveaux projets, on a pu voyager davantage, et aussi avec la famille et les amis, ou simplement être plus disponible, et aussi surtout plus serein. Et en fait, c'est vrai que quand on est plus, surtout quand on fait des études, j'avais eu l'occasion de voir un article, quand on fait des études, nos chances de devenir entrepreneur sont en général plus faibles. Il y a moins de probabilité de devenir entrepreneur. Parce qu'il y a toute cette partie gestion du risque. Et en fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'à ce moment, j'avais toujours comment gérer le risque que du jour au lendemain, je fasse faillite ou pas. Et donc, à partir du moment où j'ai réussi à automatiser mon business, toute cette partie, tout ce côté stressant a disparu. Et donc, j'étais beaucoup plus serein, ce qui a une influence sur mes relations avec mes proches. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, en voyant ton parcours, se sent inspiré, qui se dit, soit aujourd'hui, je suis porteur de projet, j'ai ça dans les tiroirs, j'ai moi me lancer tout seul, j'ai une carrière toute tracée, mais j'en peux plus, donc je veux me libérer. Ou alors quelqu'un qui est entrepreneur et qui se dit, elle est où ma liberté? J'en suis à 60 heures par semaine, tu vois. Et que ces personnes hésitent. Parce que beaucoup des gens qui vont regarder cette étude de cas savent qu'ils ont en eux le feu sacré pour que ça marche. Ils voient l'opportunité de suivre la formation et de se lancer, mais c'est plus un doute d'eux-mêmes qu'un doute dans la méthode des fois qui les retient. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que tu dirais à Julien d'il y a 3-4 ans Déjà, je crois que c'est aussi un peu par rapport à notre éducation, une différence entre plus ou moins ce qu'on voit en francophonie par rapport au milieu anglo-saxon, c'est qu'on ne prend pas assez de temps de se poser les questions par rapport à comment est-ce qu'on se voit dans sa vie. Souvent, on suit un peu les schémas de la société dans différents domaines, que ce soit professionnel, familial, etc., où on ne se remet pas en question ou on ne les remet pas en question. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que si maintenant... Voilà, imaginons on est dans 5 ans, est-ce que être toujours en train de travailler 60 heures semaine va me convenir pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose que je peux continuer? Est-ce que je vais supporter? Donc c'est déjà se poser ces questions sur vraiment ce qu'on veut
et pourquoi est-ce qu'on veut obtenir ça. C'est bien de savoir, ok, je veux devenir entrepreneur, mais c'est aussi le plus important, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est pour l'argent, est-ce que c'est pour la liberté, etc. Après, en général, l'argent, c'est pas vraiment la bonne motivation, et c'est vraiment se poser, ok, pourquoi c'est important pour moi. Et à partir du moment où on a toute cette vision claire sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter, bon, tout va s'enchaîner, on prend conscience, et tout ce qui reste, c'est agir. C'est clair qu'on peut penser, et c'est aussi un de mes conseils, c'est oui, on peut se former, on peut penser, mais le plus important qui va donner le résultat, c'est aussi d'agir. Donc c'est une question de se remettre en question, et puis c'est d'agir concrètement au quotidien pour mettre ça en place. Ok, je pense que cette action quotidienne, c'est ce qui te permet, le fait d'avoir pris le temps, malgré le fait qu'au début tu ne trouvais pas le temps, le fait d'avoir pris le temps de mettre en place ce système, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu as le temps. Tout à fait. En fait, la réflexion est plus loin que au niveau de mon business. En gros, je suis aussi depuis longtemps, je regarde un peu ce qui se fait au niveau du développement personnel, et donc je suis notamment un coach américain qui proposait, si tu veux, un modèle assez intéressant de vraiment voir, de savoir ce qu'on veut dans les différents domaines de sa vie. Et donc la partie business, c'était, si tu veux, un élément par rapport à tout ça, où c'était toute une réflexion dans la façon de ce qu'on voulait atteindre dans les 5 ans, dans les 10 ans, notamment avec ma femme. C'est un exercice qu'on a fait ensemble. Et donc c'est vraiment de savoir ce qu'on veut. Et au final, c'est une fois que tu as cette clarté, si tu veux, ben, tu dis, OK, il faut agir, et tu verras que même si au début ça peut paraître compliqué, mais au final, il suffit de le faire, et tout va s'enchaîner naturellement. Souvent, c'est même assez hallucinant comment c'est si simple en fait. Mais simplement, c'est vrai que quand c'est quelque chose de nouveau, on dit tiens, oui, on a peut-être peur, mais en fait, ce qui est important, c'est de surmonter ses peurs. On dit oui, ouais, je connais pas, mais si on s'entoure des bonnes personnes, si on est prêt à se former, si on a envie d'y arriver, au final, la personne va trouver le courage d'y arriver. Ok, ben ouais, écoute, qu'est-ce que dirait le Julien d'il y a 5 ans en t'entendant? Je crois que tu as très bien fait de persévérer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'après mon premier échec, où j'ai perdu notamment 8 mois et donc plus ou moins 30 000 euros, je pense qu'il y a quand même à ce moment-là une baisse de confiance en moi. Est-ce que je ne devrais pas retourner consultant dans une grosse boîte? C'est vrai que un échec n'est jamais agréable. Et donc, c'est vrai que si je n'avais pas persévéré, je ne serais pas ici aujourd'hui, je ne serais pas en train de gérer mon temps comme je veux, mon énergie. Donc, c'est vraiment ces bénéfices-là qui sont importants. Donc, tu as bien fait de persévérer, je dirais. Merci beaucoup pour ton partage, Julien. Merci pour d'avoir accepté de montrer à la fois les choses concrètes que tu as mises en place, et puis de t'ouvrir et de partager ton histoire. Je pense que ça va aider beaucoup des personnes qui vont regarder cette étude de cas. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt à un prochain séminaire Entrepreneur Libre. À très bientôt.